Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parole d'expert. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer une grande personnalité de l'investissement immobilier. Je vous présente Gilles Grimm. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. En tout cas, vous allez faire sa connaissance et croyez-moi, vous allez avoir beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Alors Gilles, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, dire un petit peu aux personnes qui nous regardent, qui tu es et ce que tu fais dans l'investissement immobilier? Je m'appelle Gilles Grimm, je suis un ancien militaire, j'ai investi quand j'étais en retraite à l'âge de 33 ans dans l'immobilier parce que c'est la seule chose qui me semblait plausible et en fait 20 ans plus tard tout le monde s'aperçoit que j'ai bien investi parce que j'ai investi par centaines des appartements et donc maintenant qu'ils sont payés, naturellement, j'ai les revenus qui vont avec. Voilà, donc d'ailleurs, là tu nous fais la gentillesse de nous accueillir chez toi dans une magnifique demeure. Donc tu as investi donc tu as acheté plusieurs centaines d'appartements. Oui. Tu as investi dans plusieurs centaines d'appartements. Pourquoi avoir choisi en tant que militaire l'immobilier pour investir plutôt que n'importe quel autre support, des voitures, de la bourse ou des choses comme ça, peut-être plus accessibles, qui peut-être avec moins de risques entre guillemets, parce que des choses qui généraient moins d'argent, qui demandaient moins de financement. Moi, j'avais pas d'argent, donc je pouvais pas investir en bourse, ni dans une voiture, ni dans rien du tout. Donc il fallait bien que j'investisse dans quelque chose avec rien. C'est-à-dire en le faisant un effet de levier avec une banque. Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est déjà me loger. J'étais logé, moi, à l'armée, donc j'avais aucun souci d'appartement. J'étais logé dans une caserne. Et j'ai toujours eu également une méfiance envers les paiements des retraites pour plus tard. Je me suis dit que la meilleure manière pour moi était de créer ma retraite moi-même. Et bien m'en a pris. Car aujourd'hui, je mets mes lunettes parce que je n'en crois encore pas mes yeux. Et ça, c'est vraiment du live. Parce que je peux montrer la date 19 avril 2017. J'ai reçu mon plan d'assurance retraite après avoir travaillé 135 trimestres dans le civil qui va s'élever à 162,55 € par mois. Voilà. J'ai travaillé, moi, pendant 15-20 ans pour gagner 162 € par mois à l'assurance retraite Île-de-France, à laquelle j'ai cotisé des dizaines de milliers d'euros. Attendez, j'ai bien eu raison d'investir dans l'immobilier, et ça, je ne le regrette pas aujourd'hui. Voilà. Surtout quand je reçois ça, c'est vraiment... Voilà, donc là, c'est mon salaire qui vient d'être payé, le vrai salaire, c'est celui de l'immobilier. Donc là, c'est vraiment la preuve, quand on parle, quand on dit que le régime des retraites... Oui, je peux le publier, si quelqu'un veut le voir de près, je peux le montrer, c'est complètement dingue. Voilà, donc on en parlait tout à l'heure. Bas de l'aile, c'est plus que bas de l'aile, c'est de l'escroquerie financière. Donc moi, non. J'ai eu raison de faire ça, je le sentais. J'ai eu le nez fin à ce moment-là, la preuve en est, 20 ans plus tard, j'ai la réponse. Donc, bien anticipé, en tout cas. Il me semble. Alors, justement, par rapport, aujourd'hui, donc, il y a des gens, jeunes, moins jeunes, qui nous regardent et qui voudraient justement se lancer dans l'investissement immobilier. Alors, est-ce que tu aurais déjà un conseil à donner, une recommandation à faire pour pouvoir se lancer dans l'immobilier, du moins quelque chose à faire avant même de se lancer? Est-ce qu'il y a des choses à préparer au niveau personnel, au niveau finance, au niveau patrimoine, avant de se lancer, avant d'acheter un appartement? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place avant d'investir dans l'immobilier? Oui, dans tous les cas de figure, avant de se lancer dans l'immobilier, il y a deux règles. La première, c'est d'avoir un métier et un revenu, et la deuxième, c'est de se positionner comme bon père de famille au niveau de la société. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que, avant même d'aller prospecter, il faut avoir un compte en banque positif, non pas négatif, un compte épargne logement, un plan épargne logement, un codévie, un livret A, une assurance responsabilité civile. Il faut être monsieur tout le monde. Il faut être dans le créneau. Tout simplement, parce que l'immobilier n'a de sens que si l'on emprunte. Ça s'appelle l'effet de levier. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerai, c'est celui d'aborder une prospection
donc de se renseigner avant sur les prix réels de l'immobilier et d'investir toujours là où on habite. Là où on connaît, il n'y a pas de préférence à dire les grandes villes, au début, les grosses métropoles. Là où on habite, à côté, pas loin, voir quelle est la demande et investir dans ce créneau-là. Et souvent, les gens seront très surpris. Dans les grandes métropoles, vous aurez des rentabilités entre 5 et 7%. Et là où on habite souvent, même dans les petites villes, vous aurez des rentabilités supérieures à 9%. C'est vrai, hein, moi c'est mon expérience personnelle, hein, puisque moi j'habite à une quarantaine de kilomètres de Lyon, dans un secteur qui est même pas très loin d'une grande ville, et j'investis justement dans cette petite ville où je fais en plus de la location saisonnière, et souvent les gens sont étonnés quand je dis j'investis là et je fais de la location saisonnière, et même des agents immobiliers lyonnais m'ont dit mais ne viens pas à Lyon, reste où tu es parce que tu vas louer le même prix qu'à Lyon, mais par contre l'immobilier coûte 30% moins cher. Alors, il coûte 30% moins cher, donc il y a une rentabilité supérieure, ce qui est excellent en investissement de début. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le jouer. Par contre, par la suite, on peut jouer l'effet inverse. On peut jouer la rentabilité moyenne, c'est-à-dire un adossement complet entre le remboursement et le paiement donc, du loyer, un équilibre, mais jouer là sur une plus-value immobilière. Parce que là où tu as investi, où tu payes 30% moins cher, mais où tu as 30% de rentabilité de plus, peut-être que tu le vendras pas non plus 30% plus cher plus tard. Mais en attendant, la rentabilité est immédiate, ce qui te permet d'investir aujourd'hui d'une manière récurrente et facile ailleurs. Et donc ça, c'est un bon début. Quand on est sur un vélo, pour avancer, il faut pédaler. Et là, tu pédales. Voilà, donc premier gros conseil déjà, comportez-vous en bon père de famille ou bonne mère de famille, hein. Voilà, il y a peut-être des femmes aussi qui nous regardent. Bon père, bonne mère de famille. Donc voilà, pour être, je dirais entre guillemets, dans le moule, pour être bien vu par le banquier, pour que le banquier vous regarde d'un bon œil. Et à partir de là, vous pourrez aller voir le banquier pour demander des financements, utiliser l'effet de levier, le crédit, pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc ensuite, une fois qu'on a investi dans l'immobilier, on entend souvent, et je le dis moi aussi, hein, c'est souvent à l'achat qu'on gagne de l'argent. Le principe, c'est d'acheter moins cher. Donc, est-ce que toi, tu as des critères par rapport à ça, au fait de dire, ben voilà, je vais acheter en trouvant une bonne affaire, qu'on va appeler la bonne affaire, par rapport à un secteur donné. Est-ce que tu as des critères pour déterminer ce qui est une bonne affaire et ce qui n'est pas une bonne affaire? Mon premier critère est qu'une bonne affaire, elle est bonne quand elle est payée. Donc là, ça va prendre 15 ans. Quelques années, 15, 20 ans. Que je paye l'affaire, pardon, chiffre, 100 000 euros, supposons, ou 120 000, dans 15 ans, elle est payée. Si elle m'a pas coûté entre-temps, j'ai tout gagné. Donc, trouver une bonne affaire, qu'est-ce que c'est? C'est trouver une affaire pérenne qui va durer 15 ans, dans laquelle il n'y aura pas de soucis particuliers, qui sera louable. Donc, à côté des transports, des commerces, et avec une vue, un ensoleillement, pas au 8e étage non plus. Quelque chose de bien placé, quoi, au niveau environnemental. Voilà, de correct, on va dire. Hein. Tout peut être une bonne affaire, en fait, parce qu'il y en a pour tout le monde. D'accord, donc pour toi, le principe, c'est de trouver quelque chose plus qui va s'autofinancer, de manière à être payé le plus rapidement possible, avoir suffisamment de revenus pour le rembourser le plus vite possible, pour que une fois que ça soit vraiment tout payé le plus vite possible, ça puisse vraiment générer des revenus complets. Et c'est à ce moment-là que l'affaire est bonne. Plus elle est payée vite, mieux elle est, quoi. Jérôme, tu pars du principe que tu as acheté un bien, frais de notaire inclus, 100 000 euros. Tu as remboursé pendant 15 ans. C'est le locataire, en fait, qui rembourse. C'est le locataire qui paye, c'est bien le principe. Hein, dans 15 ans, il est payé. Tu n'as rien investi. La banque t'a prêté 100%. Même si tu le vends 50 000 euros dans 15 ans, tu as gagné combien? Les 50 000 plus les loyers, les compléments de loyer. De temps et combien d'énergie il faut pour gagner en travaillant, normalement, en se levant tous les jours à 6 heures du matin, pour gagner simplement 50 000 euros. Là, on les gagne à la perte. C'est quand même extraordinaire de gagner des choses à la perte. Sans compter que je suis quand même, je te rassure, serein et confiant que tu leur vendras minimum 100 000 euros, car dans l'immobilier, il y a une règle. En principe, entre 7 et 10 ans, l'immobilier double.
Ça, ce sont les statistiques. D'accord, donc garder en même temps l'immobilier au moins 7 ans, voire plus. Donc, 10 ans, sûr. De toute façon, les grandes fortunes sont toutes faites sur l'immobilier. Et sur du long terme. Oui, il faut pas être pressé. C'est pour ça qu'il faut investir jeune. Voilà, donc souvent, moi j'ai des remarques de personnes, peut-être que vous en faites partie, des gens qui sont jeunes et qui n'osent pas en se disant peut-être que je suis trop jeune ou est-ce que... Alors il y a des gens qui disent à la fois je suis trop jeune pour investir et d'autres qui vont dire je suis trop vieux. Alors je vais te raconter une histoire qui est très simple, qui va faire frissonner certaines personnes quand ils vont l'entendre et d'autres qui vont les faire sourire. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand on doit 100 000 euros à son banquier, on dort plus, quoi. Mais quand on lui doit 1 million d'euros, c'est lui qui dort plus. Donc il vaut mieux lui devoir 1 million d'euros. Absolument. Voilà, donc ça c'est une bonne règle. Donc contactez-nous le jour où vous devrez 1 million d'euros à votre banquier. Il dormira plus. Au moins, voilà, il dormira plus, c'est ce qui vous fera plaisir. Voilà, on va reverser la machine. D'accord. Donc par rapport à tout ça, justement, par rapport au financement, parce que tout ça on va le financer justement avec la banque. Quand on va investir, c'est le principe de l'effet de levier, c'est de financer tous les investissements avec l'argent de la banque. Est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas faire ou est-ce qu'il y a des conseils, des choses vraiment à faire pour pouvoir non seulement investir une fois. Alors, c'est vrai qu'investir une première fois, c'est facile. On a un salaire, on a des revenus, on va voir le banquier, il prête de l'argent. Ça paraît facile. Voilà. Mais après, je dirais emprunter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter ou des choses à faire pour pouvoir réemprunter plusieurs fois de suite, comme toi tu as pu le faire pour avoir plusieurs centaines d'appartements? La première chose à faire, c'est de présenter à son banquier un dossier simple, précis, concis, avec photo, et pas plus de 10 lignes pour qu'il puisse le lire, même en biais, rapidement. La deuxième chose à faire, également, c'est de faire une étude prospective de l'endroit où on investit. Pourquoi on investit là? Quelle est la motivation? Des écoles, on peut le louer à des familles, ou alors c'est pour des étudiants. Donc, il faut motiver l'emplacement, la raison et pourquoi cet endroit. Son investissement, voilà. Surtout. Pourquoi ce bien-là à cet endroit-là. Ce qu'il ne faut pas faire par contre, c'est aller voir aussi son banquier mal habillé, en faisant le malin. Ça, il y a des gens qui font ça, surtout pas. Le banquier, c'est quelqu'un qui a un statut social que l'on doit respecter, c'est lui qui va donner la décision. Quand il vous reçoit, il est toujours bien habillé, avec un costume, une cravate, une veste. Vous aussi, vous parlez sur le même pied d'égalité. Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que quand on arrive à la vie d'adulte, on n'a plus de livret scolaire. On n'a plus rien. Et le livret scolaire d'adulte, c'est le compte bancaire quand on va voir le banquier. C'est le relevé bancaire, voir comment sont nos comptes. Et c'est là que le banquier va dire, vous êtes un bon élève ou vous n'êtes pas un bon élève. Et quand on va voir le banquier pour lui demander un prêt, c'est un petit peu comme un entretien d'embauche. Ou quand vous allez à un entretien d'embauche, vous êtes bien habillé, vous présentez bien, vous avez préparé votre entretien. Quand on va voir le banquier, c'est un petit peu pareil. Il faut avoir préparé son entretien et être présenté correctement avec un dossier qui soit correctement préparé pour justement faire une bonne impression et que le banquier ait confiance en même temps quand on se présente au banquier, quoi. Jérôme, c'est totalement ça. Une banque, c'est un commerce. Dans un commerce, il y a un échange client-banquier. Avant de rentrer dans une banque, on regarde un peu ce qui a marqué en devanture, on regarde un peu ce qui a marqué dans la banque. Vous vous apercevrez qu'il y a des banques qui font des assurances logement. Il y a des banques qui font du signal d'alarme pour protéger les maisons. Il y en a d'autres qui vendent même des téléphones. Il y en a même qui vendent des voitures avec 20% moins cher, parce qu'ils ont des contrats avec des grosses sociétés. Tout ça, ce sont des objectifs. La banque, c'est un commerce. Le banquier a des objectifs qu'il doit donc avoir finalisés au 31 décembre. Toi, tu es client. Tu as vu ces objectifs, ce que tu as regardé. Ils prêtent aussi quelquefois des prêts personnels, etc., que tu peux aussi emprunter, pourquoi pas. Ok, va dans les objectifs. Quand tu vas voir ton banquier, tu dis voilà, je veux emprunter, mais attention, pour l'assurance habitation, je vais la prendre chez vous. Tiens, j'ai plus de téléphone, je vais prendre une ligne chez vous également.
ainsi que le téléphone. J'achète un rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, ça vient d'être un signal d'alarme. En plus, on loue 2 fois mieux avec un signal d'alarme. C'est gagné d'avance. Hop, on prend le signal d'alarme chez lui. Qu'est-ce que ça coûte? 20 € par mois. C'est rien du tout. Vous remontez le loyer de 20 €, puis voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez les objectifs et vous vous collez avec le banquier dans son sens, Collé avec la banque. ses objectifs. C'est ravi. C'est souvent ce que je dis. Souvent, ce que je dis, c'est que quand on va voir un banquier, il faut pas aller voir le banquier juste comme une tirelire en disant c'est quelqu'un qui va me prêter de l'argent, mais toujours venir avec en préparant des contreparties. Totalement. Moi, je vais appeler les contreparties et justement se préparer à lui dire, il va falloir, en même temps, lui proposer, de lui dire, voilà, moi, si vous me prêtez pour mon investissement, en même temps, je prends, voilà, l'assurance, je prends la ligne de téléphone ou l'abonnement à Internet, parce que certains le font pour l'appartement, je le prends chez vous, voilà, le système d'alarme, etc. Trouver des contreparties. Alors, généralement, le banquier va demander la domiciliation des revenus ou des choses comme ça. Mais quand vous empruntez 10 fois, vous pouvez pas domicilier vos revenus à 10 endroits différents. Donc, il faut vous préparer aussi à proposer d'autres choses au banquier de manière à ce que il vous voit quand même d'un bon œil et pas comme quelqu'un d'opportuniste qui va juste chercher à récupérer de l'argent, mais que vous cherchez vraiment un partenaire et pas uniquement quelqu'un qui va vous prêter de l'argent. Il faut vraiment que le banquier soit un partenaire avec un intérêt dans les deux sens. C'est un échange. Moi, je conseille, avant même de proposer un dossier, d'aller voir dans la banque gentiment, faire un petit espionnage industriel, on va dire, voir ce qui se passe. On rentre dans la banque, on va prendre un renseignement, comment on fait pour ouvrir un compte, on regarde qu'est-ce qu'il propose, on demande un conseil auprès d'un gestionnaire. 10 minutes. Et là, vous savez les objectifs et vous savez après où vous dirigez. Je dirais c'est exactement comme quand vous allez acheter une télé. Vous allez des fois voir plusieurs magasins pour voir dans un magasin ou dans un autre ce qu'ils proposent, les services, voir les vendeurs comment ils sont, etc. Et des fois, si vous êtes mal reçu par un vendeur, vous n'allez même pas retourner dans le magasin. Là, c'est un petit peu pareil avec les banques. Toi, tu dis déjà faire un premier tour de banque pour prendre un peu la température, si je puis dire, et ça permet de faire une première sélection et ensuite de prendre des rendez-vous dans les banques que tu sélectionnes. En sachant aussi, et là c'est un plus que je vous donne, c'est qu'il faut savoir que dans une banque, il y a un directeur de banque. Un directeur de banque a ce que l'on appelle une délégation de mandat. Lui, il peut, entre parenthèses, entre en âme et conscience, dire j'accepte de faire un prêt à cette personne-là à une hauteur de, parce que c'est sa délégation, même si le dossier, il est moyen. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un bon contact avec la personne que l'on va voir, surtout si c'est le directeur, car c'est lui qui a le pouvoir de décision. Mais si votre dossier est trop important et s'en va au comité, vous pouvez aussi sourire, ne pas vous inquiéter. Ça veut dire qu'il a déjà quelque part été accepté à la base. Oui, il veut simplement avoir l'aval de ses supérieurs. Parce qu'il a dépassé sa délégation. Et ça, il faut le savoir. Ouais. C'est important. Alors, moi, je dirais que ça, c'est la chose importante, c'est que en effet, il y a une très grosse latitude de délégation au niveau des directeurs de banque, mais en même temps, et moi je l'ai vécu dans le sens inverse, où un directeur de banque a aussi la possibilité, pour une raison quelconque, de refuser un dossier. Et moi, je l'ai vécu avec un dossier qui était accepté par la direction immobilière, donc par le comité qui avait été accepté. Et c'est ce comité qui m'a envoyé dans une agence. Et le directeur d'agence m'a dit, non, moi, votre dossier, je n'en veux pas. Voyez avec le comité régional pour qu'il vous envoie dans une autre agence. Donc, autant un directeur de banque peut accepter un dossier, mais il peut aussi le refuser. C'est un cas particulier très rare. C'est un cas très rare. Ça devient une aventure. Voilà. C'était une personne très particulière aussi. Ça devient une aventure. Et oui. Mais voilà. Donc, faut savoir que même avec les directions immobilières, il y a encore pas très agréable à vivre. Voilà. Il y a encore l'étape du directeur de banque à passer. Ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Et j'en suis bien content. Voilà. Ça m'est arrivé. Désolé. C'est de l'expérience. C'est une expérience. J'ai changé de banque, j'ai eu mon prêt et voilà, et j'ai fait mon investissement. Désolé, c'est pas marrant. Voilà. Mais c'était juste, ça permet d'avoir quelque chose à vous raconter aujourd'hui. Voilà. Donc, une fois qu'on a acheté notre bien,
toi, donc, tu loues des appartements, donc, avec une stratégie unique. Quasiment tous tes appartements sont loués de la même manière, mais il existe des tas de façons de louer des biens immobiliers, de faire de la location saisonnière, de la colocation, voilà, il y a des tas de possibilités. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton choix au niveau de ta stratégie de mise en location, ta stratégie d'exploitation, et est-ce qu'il est préférable d'avoir une seule stratégie ou un petit peu comme des investissements financiers, d'avoir plusieurs stratégies cumulées pour diluer le risque, si je puis dire? Là, il y a plusieurs possibilités. Puisque tu m'as demandé ce que moi, j'en pense, personnellement, moi, ma ligne de conduite a été de faire ce que je savais faire et de ne pas passer à côté et de ne pas me disperser. Donc moi, ce que je sais faire, c'est emprunter, rénover, mettre un locataire en place et garder pendant 15 ans. Même si je gagne peu, je vais au bout. C'est ce qui m'intéressait. C'était aller au bout pour avoir en finale des loyers. C'est tout. Ça ne m'intéressait pas de gagner beaucoup d'argent dès le début. Je pouvais vivre, j'avais déjà une toute petite retraite de sapeur-pompier. Je pouvais m'arranger, on va dire. Et j'étais célibataire, donc s'il fallait manger des sandwichs, je pouvais manger des sandwichs. Voilà, moi j'ai pris un autre objectif. Mais naturellement, on peut tout faire en même temps. On peut être loueur non professionnel en meublé, on peut être au micro-foncier au passage, on peut louer normalement, on peut faire beaucoup de choses. Mais moi j'ai décidé d'être régulier, mais par contre d'investir beaucoup. C'est la contrepartie. Et aujourd'hui j'en suis ravi, parce que j'en ai 10 fois plus que les autres. Donc là, c'était vraiment pareil. C'est un objectif long terme. Et aujourd'hui, je suis devenu quelque part 10 fois plus riche, automatiquement. Avec un objectif long terme, quoi. Donc long et moyen terme, absolument. Donc chose importante à voir, moi ce que je retiens là de ce que tu nous dis, c'est vraiment de calquer à la fois la stratégie d'investissement avec l'objectif de base à long terme. Ce que je dis souvent, c'est la première question, c'est pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier? C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent tout de suite à la fin du mois, le mois prochain ou dans 6 mois? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent à la revente d'ici 5 ans? Ou est-ce que c'est pour avoir une retraite dans 15 ans? Les objectifs sont différents, donc le mode d'exploitation est complètement différent. Prenons le cas d'une personne qui a déjà 45 ans, 40 ans, qui a des enfants, qui a un métier, qui est inquiet pour ses enfants. Qui se dit, moi, je vais faire des investissements de type patrimoniaux, de bon père de famille, là, c'est le cas de le dire, en mettant mes 2-3 enfants avec moi dans une société civile immobilière. Mais il a tout son temps. Il peut mettre 20 ans. Et là, il achète à tout va, tout ce qui bouge. Il met dans la SCI et dans 20 ans, tout est payé, ses enfants auront tout. Voilà. Ça, c'est un objectif qui est sage, qui est fiable, et qui est pérenne, car il pourra aller au bout. Et qui peut très bien se cumuler en partie avec un autre objectif à côté. Rien n'empêche de le cumuler. Pourquoi pas? Moi, je connais certaines personnes qui le font, donc créer une SCI ou une autre forme de société, peu importe, dans un objectif de patrimoine pour les enfants sur du long terme, et à côté d'avoir d'autres biens qui sont exploités d'une autre manière, soit pour avoir du revenu tout de suite, ou alors pour faire des opérations d'achat-revente, ou d'autres finalités qu'on peut avoir avec de l'investissement. En règle générale, quand on se disperse, qu'on fait plusieurs types d'investissements, il faut être épaulé, et donc il faut pouvoir déléguer. Moi, personnellement, je n'ai jamais voulu déléguer, et la délégation, c'est moi-même. Je contrôle complètement mon système de A à Z. Partant de ce principe-là, si je ne voulais pas déléguer, il fallait que je fasse quelque chose de simple et de précis. C'est ce que j'ai fait. D'accord, donc tu t'es focalisé sur un type, un objectif, une méthode qui me semblait, moi, simple et que je pouvais contrôler par moi-même, en permanence. D'accord, donc ça c'est vraiment la chose importante là, c'est de vraiment connaître son sujet à fond pour éviter les petites erreurs qui pourraient se glisser un petit peu à droite à gauche, qui peuvent à terme coûter très cher. On les évite pas au début, naturellement, on en fait tous des erreurs, mais à terme, oui. Et la deuxième raison pour laquelle je ne me suis pas dispersé, c'est que j'étais complètement persuadé que faire de l'allocation normale, c'est-à-dire Périssol, Paul Baignery, on va dire, 1989,
et loué donc sur une période de 3 ans serait pérenne et durerait tout le temps. Tandis que des lois sur les meublés, on l'a vu dernièrement, elles ont changé. Donc il y a une remise en question de l'investissement. Et moi je ne suis pas pour la remise en question, car pour moi c'est un contrat. Donc je vais au bout de mon contrat. C'est vrai que l'allocation, que ce soit de l'allocation nue à l'année ou même de l'allocation meublée traditionnelle à l'année, c'est quelque chose qui est peut-être plus pérenne dans le temps que tout ce qu'on voit aujourd'hui avec la colocation, l'allocation saisonnière, etc. Avec des aussi bien de la fiscalité, des réglementations, etc. qui peuvent changer. L'allocation saisonnière peut se substituer à l'allocation hôtelière également, un peu comme Uber et les taxis. Donc il peut y avoir des soucis, peut-être, peut-être pas. Mais dans le doute, moi j'ai préféré une autre voie. D'accord. Et donc par rapport à tout ça, justement, parce qu'il y a donc la stratégie de location, donc entre le principe de location meublée, de location nue, etc. On parlait tout à l'heure de retraite, on a parlé aussi un petit peu dans cette vidéo d'impôts, de fiscalité, etc. Puis on est en ce moment en pleine période fiscale. Donc justement, est-ce que tu as des conseils ou des recommandations à faire justement pour limiter la fiscalité? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour que tous les bénéfices, on va dire, tous les petits gains qu'on pourrait avoir ne partent pas en impôts et que ça nous coûte le moins cher possible, tout en étant dans la légalité, bien entendu? Alors, il y a plusieurs règles. Déjà, il faut un livre de chevet qu'ils appellent le Francis Lefebvre, qui est le guide fiscal, pour étudier donc quelles sont toutes les subtilités fiscales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas se focaliser sur ne pas payer d'impôts. C'est une erreur. Il vaut mieux payer des impôts et avoir un bon investissement. De l'autre côté, pourquoi? Parce que plus vous payez d'impôts, plus les banques vous prêteront d'argent. Eh oui, il fallait y penser, ça aussi. À vouloir trop se substituer, vous perdez la possibilité d'emprunt. Donc le fait de payer des impôts, bien sûr, ça va permettre d'emprunter plus parce que le banquier voit qu'on a plus de patrimoine, plus de revenus. Absolument. Et ensuite, naturellement, on peut minimiser l'affaire, mais là il y aura 36 solutions, il n'y en a qu'une, c'est faire des frais avec des emprunts. Quels sont les frais? Des travaux de rénovation. C'est-à-dire que quand on a la chance de pouvoir acheter un appartement où il y a des travaux, il ne faut pas hésiter, il faut l'acheter. Ça s'appelle un déficit foncier, très important. Donc jouer là-dessus, sur les frais qu'il peut y avoir. Totalement. Donc travaux, intérêts d'emprunt, évidemment, qu'on va avoir dessus. Oui, bon ça, c'est la règle fiscale, il y a l'intérêt d'emprunt, l'assurance, mais surtout les impôts, les travaux qui vont surtout être importants. Et il faut savoir que si vous avez un salaire, si vous avez des travaux vraiment importants en fin d'année, supérieurs en finale au loyer de 10 700 €, vous pouvez les enlever carrément de vos revenus également. Là, vous gagnez aussi. D'accord, donc plein de petites subtilités. Des petites subtilités, et donc le guide fiscal Francis Lefebvre va vous l'apprendre facilement. Et donc pour ça, est-ce que tu conseillerais plutôt de faire ça soi-même en apprenant par cœur le livre de chevet, ou alors de travailler en même temps avec un comptable ou un expert comptable qui va justement, lui dans ses métiers, pour analyser tout ça et pour pouvoir optimiser? Alors ce qui est bien, c'est que l'expert comptable, en fin d'année, quand il a fait toute votre comptabilité, se décharge de toute responsabilité. C'est quand même un peu magique. Il se donne le droit de faire des erreurs. Autant apprendre soi-même et faire sa comptabilité soi-même. C'est quand même pas compliqué de faire une quittance de loyer et de savoir en fin d'année combien on a rentré de loyer, d'enlever les charges récupérables, d'enlever les travaux, d'enlever les intérêts d'emprunt et de tirer un trait, de faire des soustractions. Tout le monde sait compter. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a même les sites internet pour faire cette déclaration, que ce soit notamment en meublé, etc. Des tableurs, tout fait à l'avance, et des programmes qui ne valent rien du tout. Donc, oui. Oui, il y a même, moi, j'utilise un logiciel gratuit qui fait la comptabilité et qui sort la liasse fiscale. C'est vraiment rien du tout. Voilà. Donc, il y a des logiciels qui font ça aujourd'hui. Alors, après, c'est vrai que si vous êtes dans une situation assez avancée ou un peu particulière, plein de types de biens différents, plein de types d'exploitation différents, là, il vaut mieux des fois, ou si vous voulez pas trop vous embêter, avoir un expert comptable. Mais quand même, moi, je dis toujours, il faut connaître ce qu'on délègue.
Donc déjà, commencer par le faire soi-même. C'est important. Pour connaître, pour pouvoir vérifier éventuellement ou voir s'il y a une erreur de l'expert comptable. Ça peut arriver aussi, que ce soit de l'expert comptable ou de n'importe qui d'autre, que ce soit du gestionnaire, de n'importe qui. Connaître ce qu'on délègue pour pouvoir déceler les erreurs. Oui, mais ça, aujourd'hui, nous sommes en train de nous adresser à des gens qui commencent. Principalement. Donc, ils n'ont pas besoin de comptable. Ils vont eux-mêmes commencer à apprendre aussi. Quand ils en auront 100 ou 200, là, ils pourront peut-être prendre un comptable. Et encore, c'est pas dit. Car s'ils ne sont pas en société, pourquoi prendre un comptable? L'impôt sur les sociétés, par exemple, une société soumise à l'impôt sur les sociétés, une SCI par exemple, là, il faut un commissaire aux comptes, il faut un comptable. C'est une obligation. Mais si c'est pas une obligation, pourquoi en prendre? Oui, en tant que il suffit de prendre appartement par appartement, de tenir à jour ses comptes, et il n'y a rien de plus simple. Vraiment, vous perdrez pratiquement pas de temps. Moi, j'estime que sur un mois, je dois passer 6 heures au total dans le mois à faire ma comptabilité. Qu'est-ce que c'est que 6 heures dans un mois? C'est cadeau. Avec un grand nombre d'appartements. Donc avec un très grand nombre d'appartements. 1 ou 2 appartements, c'est voilà. quelque chose qui prend que quelques minutes. Je me permets de luxe de partir 6 mois en vacances par an, au passage. Donc voilà, c'est jouable, faut pas avoir peur. D'accord, donc tu as aujourd'hui 6 mois de vacances et 6 mois où tu ne travailles pas beaucoup. Où je vérifie mes biens, où je m'occupe de mes affaires extérieures, où je vis bien. Pour moi, je vis à Paris, c'est également des vacances, hein. Ce sont des vacances aussi. Ok, bah écoute, en tout cas, je te remercie pour tous ces retours d'expérience, pour tous ces bons conseils. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses avec cette interview. Et puis, je pense qu'on aura occasion peut-être de refaire d'autres interviews ou de se rencontrer à d'autres occasions. En tout cas, je te remercie. De rien. Merci pour finir, beaucoup. je dirais que le meilleur des conseils, c'est d'être objectif, de se préparer à investir, d'aller de l'avant et surtout de ne pas avoir peur. Il faut franchir la marche. Voilà, donc n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Et qui ne risque rien n'a rien. Ok, très bien. Merci beaucoup, merci à vous, très bonne fin de journée, merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo ou toutes les autres, n'oubliez pas de l'aimer, la liker, la partager et de vous abonner à la chaîne là juste en dessous si c'est pas encore fait. Merci, à très bientôt, ciao.